Alors, bonjour, bonsoir si tu nous écoutes en rediffusion. Bienvenue à ce septième direct de la série de l'homme. Hein? On a entendu parler de l'homme et la maladie, la colère, la performance, le leadership, la prévention du suicide, la violence conjugale. Et aujourd'hui, on parle de l'homme et de ses dualités. Et pour aborder ce sujet, je me présente, Geneviève Ruel, pour ceux qui ne le savent pas. Et pour aborder ce sujet, on a pensé que la meilleure personne pour en parler, ce serait notre initiateur du mouvement Courageusement Humain. Alors, mon cher Ghislain, bonjour, bienvenue. Salut Geneviève, salut Geneviève. J'imagine que parce que je dois être une dualité ambulante, alors c'est probablement pour ça que c'est moi qui va vous parler de dualité ce soir. Ben, écoute, avec toi, on aurait pu aborder plein de sujets parce qu'effectivement, tu es l'homme au multi-talent, plein de facettes, plein de couleurs. Et on a choisi ce thème-là parce qu'effectivement, ça va nous permettre d'aborder plein de sujets. Mais avant de commencer, toi qui nous écoutes, tu le sais, Courageusement Humain, on aime ça commencer avec tout simplement se demander qu'est-ce qui est vivant là, pour toi? Écoute, vive la technologie. La technologie. Alors, écoute, j'ai chaud. C'est ça qui est vivant chez moi. J'ai chaud. Je me sens comme un peu tendu parce que jusqu'à quelques secondes du direct, on était encore en train d'organiser des petits problèmes techniques. On devait utiliser une autre application. Finalement, on est sur Zoom on est à travers Zoom sur Facebook. Bref, j'arrive avec un petit peu de tension à l'intérieur de mon corps. Voilà. Et toi? D'accord. Ben, tu sais, le podcast pourrait s'appeler Geneviève et ses méconnaissances en technologie, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'arrive avec beaucoup de joie au cœur. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi, Ghislain, de pouvoir animer et de t'accueillir comme invité. Hein? C'est comme si un peu les rôles étaient inversés où on est habitué de co-animer ensemble. Et là, c'est toi qui es à l'honneur. C'est toi qu'on va aller voir, décortiquer ou plutôt apprendre à connaître. Hein? Moi, c'est vraiment ça l'intention que je porte aujourd'hui, d'en savoir un peu plus sur la bébite qu'est l'homme de façon en général, mais plus particulièrement toi, Ghislain, dans toutes ces belles dualités-là. Et je t'ai dit quelques minutes avant qu'on ait les problèmes techniques, j'ai dit, est-ce que tu me fais confiance? Tu m'as dit oui. Parce que, écoutez, Ghislain, dans la vie, si tu ne le connais pas, je vais te parler d'une de ses facettes. C'est un gars d'action, c'est un gars qui organise, puis il avait organisé tous les thèmes pour la rencontre d'aujourd'hui. Puis là, je lisais ça, je dis, ah oui, ça c'est le fun, mais j'ai eu d'autres idées. Alors, ben, premièrement, Ghislain, c'est vrai, je voulais aller trop vite. Je veux savoir pourquoi avoir choisi ce sujet-là de l'homme et ses dualités. Je pense que ça serait intéressant à commencer avec ça. Oui, c'est une bonne question. En fait, j'allais dire l'impression que j'ai, mais quand je me connecte à ma propre histoire comme homme, je me suis souvent rendu compte qu'il y avait ce qui était attendu de moi, puis il y avait ce que moi, j'avais envie de vivre. Et à plein de moments, Geneviève, dans ma vie, j'ai eu l'impression que ces deux choses-là n'étaient pas parfaitement alignées. Et étant donné mes conditionnements, étant donné l'éducation, la société dans laquelle j'ai grandi, il y a plein de moments où j'ai choisi de m'aligner plutôt à ce que je pensais que la société attendait de moi ou que ma blonde attendait de moi ou que mes parents ou mes clients, bref, le contexte, les gens autour de moi, en laissant tomber la personne que je suis. Et je sais que j'ai plusieurs de mes amis gars, de mes chums de gars qui vivent la même chose. Je ne suis pas certain que c'est une thématique qui est uniquement destinée aux hommes. Je pense que les femmes que je connais, toi, ma blonde et plein d'autres, je sais que c'est quelque chose qui est présent aussi pour vous. Donc, je me suis dit, vivre ces dualités, ça pourrait être comme le sujet qui va nous amener
vers des sujets, vers la rencontre des femmes, parce qu'en 2022, ce qu'on veut, c'est sur Courageusement Humain, comme on a fait un peu avec les hommes, aller à la rencontre des femmes, regarder un peu comment eux autres ils vivent les choses en fonction de certains sujets à eux. Et en même temps aussi, saisir l'opportunité de peut-être jumeler des hommes et des femmes à travers le sujet de l'amour, du célibat, de la parentalité, du sexe ou du travail, du leadership, bref, d'avoir en même temps ces espèces de pôles différents. Donc, écoute, je pourrais te jaser là-dessus pendant des heures, mais le but n'est pas là. La dualité, ça me fait penser aux différents pôles aussi qui nous habitent, le pôle masculin, le pôle féminin, le yin, le yang, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, bref. La dualité, ça peut aussi s'attacher aux pensées binaires. Donc, je pensais que c'était un sujet riche en soi. Et j'ai l'impression que ça va l'être. Oui, puis j'ai l'impression qu'on pourrait faire une série de directs juste avec ce thème-là, tellement ça peut être riche d'informations. Et j'en ai priorisé 5. Alors, on verra si on a le temps de les aborder, les 5, dans les prochaines minutes. Et le premier que j'avais commencé à expliquer, mais je voulais donc bien aller trop vite, c'était par rapport à toi, Ghislain, tu es vraiment un gars d'action, un organisateur. Une des preuves que je donnais, un des exemples plutôt que je donnais, c'était celui que tu avais déjà préparé le contenu de l'animation d'aujourd'hui alors que c'est toi l'invité, tu sais, puis que c'est comme à moi comme animatrice de faire ça, mais tu es tellement dans l'action. Alors, gars d'action et en même temps, ta dualité, tu es aussi un gars qui est capable aussi de lâcher prise, tu sais, de faire confiance puis d'être dans la spontanéité. Comment tu le vis, ce pôle-là, Ghislain? Bonne question. Évidemment, c'est vrai que je suis un gars d'action. J'ai une capacité à me mettre en mouvement de façon assez rapide, j'allais dire même brutale pour les gens qui sont là autour de moi. Je suis quelqu'un qui est capable de générer beaucoup d'idées, beaucoup d'éléments rapidement. J'apprends vite. Ça fait partie de ma personnalité. Je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste un trait de ma personnalité. Ceux qui sont proches de moi le savent. Je monte moi-même les podcasts, sites web, toute la mécanique, toutes les recherches. C'est toutes des choses que je ne savais pas faire il y a quelques années. J'ai appris ça. En même temps, Geneviève, j'ai souvent utilisé l'action comme moyen de ne pas ressentir. OK. J'ai utilisé l'action à outrance, la performance, la surperformance, parce que ça me permettait, puis c'était inconscient à ce moment-là, mais ça me permettait de ne pas me connecter avec les inconforts qui étaient là dans mon corps. Cette espèce de peur de ne pas être à la hauteur, cette espèce de peur de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, d'être jugé. J'imagine que ça parle à une foule de personnes qui sont là avec nous ce soir. Et j'ai utilisé l'action pour pallier à ça. Maintenant, tu me disais l'action puis le lâcher-prise. Le lâcher-prise est venu du fait que je ne suis pas le gars le plus organisé sur la planète. Même si mon organisation est quand même efficace, je suis souvent désorganisé, probablement par rapport à mes standards personnels, je vais dire ça comme ça. Peut-être que pour d'autres, je suis hyper organisé. Et à un moment donné, ça me faisait tellement mal dans le corps que j'en suis arrivé à développer et à prendre confiance en cette capacité que j'ai d'être spontané. J'ai une grande capacité à me tourner sur un dixaine, comme on dit au Québec, et il y a des avantages à ça. Les gens qui ont travaillé avec moi n'ont pas toujours trouvé cette compétence-là super sexy parce que quand tu animes une gang, une équipe de 10, 20, 40, 50, 200 personnes, ils veulent savoir exactement où tu t'en vas, dans quel ordre tu vas faire les choses, etc. Et c'est là que moi, c'est très énergivore de faire ça. Donc, l'action, puis le lâcher-prise, c'est vrai que c'est une belle dualité et j'ai cette capacité des deux. Et dépendamment de avec qui je travaille, avec qui je me retrouve, ben je vais lâcher prise plus facilement. J'ai une grande facilité à faire confiance. Pour moi, ce n'est pas un problème de confiance,
mais j'aime que ce qu'on fait soit de qualité. Alors, je mets un minimum de préparation pour être sûr qu'il y ait un minimum de préparation. Puis après ça, ben, tu m'as demandé est-ce que tu me fais confiance? Je t'ai spontanément dit écoute, je ne te faisais pas confiance. C'est pas toi que j'aurais choisi pour faire l'animation. J'aurais choisi quelqu'un d'autre. J'ai pleinement confiance en toi. Fait que j'ai aucune idée où on s'en va et ça me convient parfaitement. Oui, ben ce que j'entends dans ce que tu dis, puis tu me diras si je me trompe, j'entends que peut-être que par le passé, tu as plus utilisé l'action hein, comme une fuite, comme un moyen de pas d'être dans le faire pour pas être dans l'être, et que là, peut-être de plus en plus, le pôle de lâcher prise, de laisser aller ton côté hein, spontané, créateur et tout ça, même si ça fait réagir des fois ton entourage, c'est quand même cette voie-là que peut-être tu laisses plus de place dans ta vie, ça se peut-tu? Oui, oui. Ouais, puis je t'écoute, puis je me dis, tu sais, c'est quoi une dualité dans le fond? Mm. Une dualité, c'est, je pense, Geneviève, que ça vient de l'éducation qu'on a reçue dans notre société de pensée binaire où les choses doivent être correctes ou pas correctes, doivent être faites d'une certaine façon, il y a des standards qui doivent être rencontrés, etc. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, est-ce que c'est correct ce que je fais? Est-ce que c'est mal ce que je fais? Donc, ça, c'est une forme de dualité pour moi. Puis en même temps, puis on en a parlé sur plusieurs de nos podcasts qu'on a fait Oui, ensemble oui, récemment, c'est ça, je pensais aussi en préparant l'animation. Ouais. c'est différentes parts de nous qui nous habitent. Tu sais, ce matin, je coachais quelqu'un, puis la personne, elle me disait, ben, on parlait de son travail, de ses standards, puis elle disait, ben, tu sais, je suis contente d'en avoir fait juste assez. Tu sais. Puis là, spontanément, je me suis dit, mais juste assez par rapport à quoi? Ah oui. C'est quoi le juste assez? Et là, on a eu une conversation sur le juste assez pour prendre conscience, de part et d'autre, que le juste assez était variable d'un individu à l'autre, d'un contexte à l'autre, d'un client à l'autre, d'un employé à l'autre, d'un partenaire à l'autre, d'une conversation à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Et si c'est variable, ça se pourrait-tu que finalement, ça soit encore relié à cette espèce de jugement, ce juge intérieur qui m'amène justement à me dire ah, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est. J'aimerais aller en vacances et en même temps, je voudrais me reposer, je voudrais aller voir des amis et en même temps, j'ai envie d'aller au cinéma. Tout ça, ça en est des dualités. Oui, puis quand je t'entends parler de jugement, ce qui pop chez moi, c'est un jugement qu'on a beaucoup envers les hommes, je trouve, mais de moins en moins, mais et quand même, je sens qu'il est encore là. Le fait que l'homme n'exprime pas ses sentiments ou communique pas assez. Alors, je te reconnais comme étant un grand communicateur. Je me disais, hey, ça serait intéressant de parler de ça avec Ghislain par rapport à comment on fait comme, ben là, j'allais dire, on aborde le sujet des hommes, mais comme personne, de façon globale, à dire, là, c'est le temps de communiquer, puis là, c'est peut-être le moment d'être en retrait ou en silence ou dans ma caverne. Je ne sais pas comment tu le vis, toi. Comment tu réussis à choisir puis à te positionner? Là, c'est le temps de me retirer. Là, c'est le temps que je communique, comment je me sens, comment je me vis, tu sais. Mmh. Écoute, c'est tellement une bonne question. C'est tellement une bonne question. Je te reconnais tellement là-dedans, Geneviève. D'abord, c'est vrai que j'ai une grande facilité à m'exprimer. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est vrai. Mais le Ghislain de jadis, c'est un Ghislain qui ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, mais il savait faire des trous dans les murs, des coups de pied dans les poubelles. Écoute, si les murs chez nous avaient pu pleurer, ils pleureraient probablement encore. Même chose pour les poubelles. C'était ma façon d'exprimer ma détresse. Aujourd'hui, je sais, Geneviève, que il y a un espace à l'intérieur de moi que si je sais d'abord que si je réprime les choses,
que ça va finir par exploser. OK. Ça, c'est la première chose que j'ai appris à la dure dans une des rencontres plutôt avec Dany où on parlait de la violence conjugale. J'ai mentionné que je vivais dans les années 2006-2007, je vivais la violence conjugale, je me faisais frapper jusqu'au moment où j'ai crié ma détresse et où elle a tellement eu peur que c'est moi qui ai été arrêté pour violence conjugale. Et à ce moment-là, j'ai appris une chose, c'est que c'est pas important que tu fasses du mal ou pas à quelqu'un. Si tu lui donnes l'impression de lui faire du mal, c'est assez pour que la personne ne se sente pas en sécurité. Et à partir de là, ça m'a aidé à voir que je n'étais pas un bon communicateur et que j'avais à travailler ça. Donc, quand la tension est telle à l'intérieur de moi, Geneviève, que je sais que ça va se bousculer à la sortie et que je risque de dire des choses qui vont blesser, je me retire. Je vais marcher. Ça arrive encore aujourd'hui. Ça m'arrive de dire à José, je vais aller prendre une marche. Et aujourd'hui, au début de notre relation, ça la déstabilisait. Elle avait peur que je fuis ou ça la ramenait elle dans son histoire. Mais aujourd'hui, elle le sait que je vais aller prendre une marche, que je vais revenir, on va s'asseoir puis on va en parler. C'est super important. Les hommes, en fait, ce que j'ai vu dans l'accompagnement des hommes et des femmes, c'est que les femmes parlent beaucoup et les hommes parlent peu. Mais dans les deux cas, on parle rarement de ce qui est vraiment important. Et puis là, je ne veux pas tomber dans la généralisation, puis je ne voudrais surtout pas blesser qui que ce soit, mais ce que j'observe très souvent, c'est que la personne qui parle beaucoup, homme ou femme, a tendance à être dans le ronron, c'est-à-dire à rumine. Elle rumine. Elle passe de la rationalisation ou de l'intellectualisation des émotions et elle reconnecte aux émotions et revient. Et elle fait le ronron là-dedans, Geneviève. Et que ce soit un homme ou une femme, une personne qui a une capacité de s'exprimer, c'est souvent là que la personne est prise. Et là, elle répète la même histoire et elle répète la même histoire. Quand j'entends quelqu'un qui me répète la même histoire pour une deuxième, troisième fois, je le sais qu'elle est dans son ronron et qu'elle rumine quelque chose. Et de l'autre côté, tu as la personne qui choisit de réprimer. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Souvent, de là où je viens, de la formation que j'ai faite en intervention stratégique, on va dire que quand quelqu'un est connecté davantage à son pôle masculin, il va choisir le silence, il va choisir la caverne. Oui, elle va choisir le silence ou elle va choisir la caverne. Et quand quelqu'un est plus connecté à son pôle féminin, il va être plus dans l'expression. La beauté, c'est quand je prends le temps de ralentir. Quand je ralentis, je peux dire le mot intellectualisation sans m'enfarger dans mes babines. De façon presque sensuelle. Ouais. Et surtout, je peux me connecter à ce qui est vivant dans mon corps. Et ce qu'on sait hein, quand on se connecte au vivant à l'intérieur de soi, c'est qu'on peut utiliser le mental pour mettre des mots sur ce qui est vivant au lieu de ruminer à l'aide du mental. Donc, je ralentis, je descends dans mon corps pour découvrir les émotions qui sont vivantes, ou plutôt vivantes, les sentiments qui sont là, qui cachent des besoins à nourrir, à satisfaire. Et à partir de là, quand je me connecte à ça, je suis dans ma puissance, je suis dans mon pouvoir et je peux m'exprimer avec bienveillance. Puis ça, c'est quelque chose que tu expérimentes, là, tu viens de nous le faire devant nous, de dire simplement de ralentir, ça pourrait être quasiment un truc ou un outil hein, qu'on te propose là comme ça, de dire ça s'agite, il y a de l'agitation, juste d'y aller plus lentement, ça te permet en même temps de prendre un recul, j'imagine, face à la situation et de te connecter à ce qui est là pour toi dans ta bedaine, hein, comme tu le dis. Oui, absolument. Et si j'ajoute quelque chose par rapport à ça, parce que dans l'accompagnement des couples, ce que j'ai vu, c'est que il y a, puis là, pendant juste une seconde, je vais généraliser avec un petit mot qui dit attention, les prochaines minutes font référence à des généralisations
Veuillez, s'il vous plaît, vous abstenir de lancer des tomates, de frapper la poubelle et de faire des trous dans les murs. Ce que j'ai vu dans l'accompagnement, j'ai vu des hommes en relation avec une femme combattre ou se battre pour le pôle masculin. Je dis souvent, il y a une façon masculine d'écouter, c'est celle qui consiste à écouter l'autre puis à y donner une solution. Les hommes et les femmes sont capables de faire ça. Mais les hommes sont reconnus pour dire à leur blonde, à leur femme, « Ah, ben chérie, regarde, il n'y en a pas trop de soucis, t'as rien qu'à faire ça de même. » Pendant que la femme ou la personne qui est dans son énergie féminine a juste envie de mettre des mots sur ses histoires, des mots MOTS sur ces mots MAUX, et non pas se faire donner des solutions toutes faites, parce que quand on se fait donner des solutions toutes faites, qu'est-ce qui se produit? On a l'impression de vivre une invalidation. Regarde ce que tu vis, Geneviève, c'est pas important, tu as juste à faire ça. Que l'autre n'est pas à l'écoute, hein, même. Oui, tu sais, c'est comme... Puis moi, j'ai été j'allais dire victime de ça, mais mes interlocuteurs ont été victimes de ça. Moi, j'ai utilisé ce type d'écoute-là à maintes reprises parce que je pensais que la meilleure façon d'écouter quelqu'un, c'était d'y patcher le trou, puis ça réglait son problème. Quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement en intervention stratégique de couple, rapidement, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, quelle qualité pourrie d'écoute je pouvais avoir au lieu de laisser la personne s'exprimer, laisser la personne trouver ses propres solutions. Ce n'est pas parce qu'elle s'exprime qu'elle veut absolument que je lui trouve une solution. Et pire que ça, ce n'est pas parce qu'elle s'exprime qu'elle veut que je lui trouve une solution comme si elle était brisée puis que je pouvais la réparer. Alors, ça nous amène dans une autre problématique que j'ai rencontrée. Les hommes qui choisissent de s'ouvrir. Donc, pour s'ouvrir, un homme doit aller un tantinet dans son pôle féminin pour être capable de s'exprimer, pour être capable d'abord de s'intérioriser puis de mettre des mots là-dessus. Si la personne qui l'écoute, homme ou femme, mais revenons à notre relation amoureuse, la femme l'écoute comme un gars et lui donne une solution, le gars va se fermer. Le gars est super émotif, la femme est mal à l'aise, elle tombe dans « fais pas ci, fais pas ça, ah ben si, ah ben non, je veux pas ça », le gars va se fermer et là, il va faire comme « OK, le pôle féminin, parce que c'est grâce au pôle féminin qu'on peut s'exprimer, c'est dangereux d'aller là parce que quand je vais sur mon pôle féminin, ma blonde ramasse le pôle masculin puis elle m'en soigne avec. » Donc, cette dualité-là qui vit à l'intérieur de nous, pôle masculin, pôle féminin, on les retrouve dans les relations maintenant. Sortons de la généralisation parce que j'ai vu des femmes écouter comme des hommes et des hommes écouter comme des femmes. Et j'ai vu des couples homosexuels où finalement, ça n'a plus rien à voir avec le sexe de la personne, mais ça a à voir avec une posture dans le couple. Quelqu'un qui est plus dans une posture de domination versus une posture de soumission. On est dans cette espèce de tiraillage pôle masculin, pôle féminin. Et ça crée des dualités, ça crée des tensions. Et ça fait en sorte que les hommes ont de la difficulté à s'ouvrir. Maintenant, quand je dis ça, je ne dis pas que c'est la faute des femmes. Je ne dis pas que c'est la faute de la personne qui n'écoute pas bien ou qui fait de son mieux puis qui finalement va tomber en mode solution. C'est parce que moi, si je ne suis pas assez solide, si l'autre ne m'écoute pas bien, je perds toutes mes capacités. Mais quand je me développe et que je deviens solide à l'intérieur, je peux garder ma capacité. Ça m'est arrivé de dire à José, José, serais-tu en mesure de trouver une place à l'intérieur de toi où c'est ton cœur qui m'écouterait? Et spontanément, elle s'est ouverte. Elle a arrêté de vouloir me sauver parce que là, elle me voyait dans ma détresse. C'était au début de notre relation. C'est quelque chose qu'elle fait vraiment très bien maintenant aujourd'hui. Quand je vais dans ma vulnérabilité, elle sait qu'elle n'a pas besoin de me briser, de me réparer. Je ne suis pas brisé. Je vais revenir. Mais là, pendant un instant, j'ai peut-être besoin de déposer ma tête sur sa cuisse et pleurer comme un flot. Ça me touche ce que tu dis parce que c'est comme si tu étais en train
encore une fois, de nous proposer un outil qui peut bien fonctionner. Tu parlais tantôt des parties qui sont à l'intérieur de nous, et là, de dire cette partie-là qui a juste besoin de se déposer, hein, puis de dire, la partie de toi qui a un cœur qui est ouvert, qui est capable de m'accueillir. Je trouve que c'est comme si ça ne l'attaquait pas, hein, ça laissait de la place. En tout cas, moi, c'est ça, en t'entendant. Ça fait comme d'ouverture, puis c'est comme si mes bras voulaient s'ouvrir parce qu'on n'est pas dans l'attaque, on n'est pas dans le jugement. Fait que je trouve que c'est peut-être une belle façon d'éviter d'être dans justement, il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a un dominant, il y a un dominé, il y a une victime, il y a un bourreau, tout ça, là. En tout cas, c'est comme ça, je l'entends. Puis, ce que je trouve beau, parce que, tu sais, moi, j'ai un plan de match là, pour notre rencontre et tu t'en vas direct dans le prochain sujet, la vulnérabilité. Je t'ai souvent dit, Ghislain, te voir vulnérable, ça me permet, moi, d'aller toucher à ma vulnérabilité. Et le pôle que je voyais à ça, qui concernait peut-être plus l'homme ou l'énergie masculine, c'était tout le côté « Hey, il faut être fort, hein? Il faut être fort. » Puis contrôle la situation, puis possession de ses moyens, versus la vulnérabilité qui touche peut-être plus à la sensibilité, à des cracks, des blessures qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on ne veut pas nécessairement exposer. J'aimerais ça que tu nous parles de ça, Ghislain. C'est le goût, hein? Tu sais, les sujets que je propose, Ouais. hein? On peut dire suivant aussi, là. Ah ouais, j'aime ça. Non, j'aime ça. Et tu le sais, le sujet de la vulnérabilité, c'est un sujet qui est proche de mon cœur. Pour plein de raisons, parce que pendant tellement longtemps, je n'ai pas été quelqu'un de vulnérable. J'ai été quelqu'un qui a investi une quantité incroyable d'énergie à essayer de maintenir les apparences, l'image. Puis, tu sais, pas parce que je voulais absolument être vu comme la 8e merveille du monde, surtout parce que je ne voulais pas être vu comme quelqu'un qui était la dernière merveille du monde dans la liste des 8 milliards plus 1. Là. C'était plus ça, moi. Il y avait une part de moi, Geneviève, qui avait tellement peur de ne pas être aimée, tellement peur de ne pas être à la hauteur, que j'investissais une quantité d'énergie folle à essayer de colmater toutes les fuites possibles. Et à un moment donné, mon corps a lâché, tout simplement. 2012, je me suis levé un matin, j'étais allé à la salle de bain, je suis retourné me coucher, puis j'ai dit à ma blonde de l'époque, je suis claqué, je suis faite, j'avais dormi 9-10 heures, puis il n'y avait rien à faire. Je pleurais, et là, j'ai vu toute la détresse chez elle qui consistait à dire, mais si toi, tu es dans cet état-là, puis que c'est toi qui es supposé d'être l'homme fort de la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Et je me souviens de m'être relevé, d'avoir fait pendant quelques semaines comme si de rien n'était, jusqu'à ce que je retombe à nouveau. Et je me souviens de cette journée où j'étais couché au sol, complètement paralysé, conscient, puis incapable de bouger. Eh bien, je suis allé en thérapie encore et je me suis rendu compte que tenter de colmater les brèches des armures que je portais qui craquaient au vent, c'était trop d'énergie. Et que là, j'avais à apprendre à être vulnérable. Et pour moi, à l'époque, être vulnérable, c'est être faible. Et à un moment donné, j'ai compris que la vulnérabilité, de ce que j'ai compris de la définition de Brené Brown, Geneviève, c'est la vulnérabilité, c'est juste l'art d'accepter que je vais avoir à composer dans quelques instants avec un moment pour lequel j'ai aucune idée de ce que ce sera et dans quel état d'esprit je serai, quelles émotions ils seront là. C'est ça de la vulnérabilité, selon Brené Brown, en tout cas selon ce que j'ai compris. Et ça, pour moi, ça fait plein de sens. Parce qu'à partir de ce moment-là, je peux accepter de me mettre à risque sans avoir peur
de ce qui va arriver, sachant que peu importe ce qui arrive, je pourrais danser avec la vie. C'est pour ça que je parle souvent de savoir danser avec la vie, oser danser avec la vie. Pour moi, danser avec la vie, c'est juste, je danse avec ce qui est là. Et je composerai avec ce qui émergera. Et ça m'a amené sur le chemin de l'autorité intérieure. Au lieu d'être connecté à l'autorité extérieure, c'est-à-dire ma mère, mon père, mon patron, mes clients, mes amis, ma blonde qui me dit « Ghislain, t'es correct », je me suis mis à me connecter à cette autorité intérieure qui consiste à ressentir de l'intérieur. Est-ce que je suis en lien avec, est-ce que je suis connecté avec ce que je suis? Est-ce que je suis en lien avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi? Est-ce que ce que je m'apprête à faire, ça nourrit le beau et le bon pour moi et pour l'autre? Et voilà. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement facile pour moi d'être vulnérable maintenant. Mais je peux comprendre pour quelqu'un qui dit, oh non, non, moi, pour moi, il n'est pas question d'être vulnérable, il n'est pas question de démontrer cette facette-là de moi. Pour moi, c'est le chemin maintenant. Et ce que tu disais en entrée de jeu, c'est que toi, si tu vas dans ta vulnérabilité, Geneviève, moi, je peux y aller aussi. Si vous voulez d'y aller et que je suis témoin de ta vulnérabilité, ça m'invite spontanément à la mienne. Alors, je me dis, et si j'étais celui qui invite l'autre à toucher à sa vulnérabilité parce que moi, je visite la mienne? Alors, c'est l'intention que je porte. J'entends qu'à partir du moment où il y a de la réciprocité par rapport à la vulnérabilité, ça place un espace sécuritaire, hein, un espace d'accueil puis d'ouverture. Ça se peut-tu que Oui, tout à fait. un prérequis pour être vulnérable l'un et l'autre aussi, là, comme, je ne sais pas, l'œuf ou la poule, là, lequel doit venir en premier. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ça, c'est que toi, c'est comme devenu quelque chose que tu fais d'emblée, puis ça te permet la connexion peut-être plus à l'autre. Oui, ça me permet ça. Et en même temps, plus j'avance sur mon chemin, plus je réalise que moi, j'ai besoin de réciprocité pour être vulnérable. OK, OK. Évidemment, j'aime ça être entouré de gens qui sont capables de toucher à leur vulnérabilité parce que ça m'apaise, puis ça me fait du bien, puis ça, ça apaise mon système nerveux central au lieu d'être constamment dans l'hypervigilance parce que mon histoire de vie a fait que moi, j'ai développé de l'hypervigilance. J'étais hypervigilant à ce que maman avait l'air, puis de son humeur, même chose avec mon père, avec l'institutrice, etc., mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs. Et il n'y a personne qui m'a demandé ça. Mais moi, dans mon corps de petit gars, c'est ça les réflexes que j'ai développés. Et quand je suis en contact avec des gens qui acceptent de toucher à leur vulnérabilité, ah tiens, mon système nerveux central s'apaise. Mais quand je me solidifie, moi, sur mon parcours de vie et que j'accepte ma fragilité, que j'accepte ma fragilité, ma vulnérabilité, ben, j'ai moins besoin de réciprocité et quand elle arrive, ça devient un cadeau, un bonus additionnel. Un peu comme on dit, hein, si on s'aime suffisamment, l'amour de l'autre en relation devient un bonus. C'est pas parce que moi, je suis percé d'une foule de trous que l'autre peut venir boucher mes trous. C'est pas s'il y a des fuites d'amour à l'intérieur de moi, l'autre pourra jamais m'aimer assez pour que je me sente bien. Ben, j'ai l'impression sur mon chemin que si j'ai des fuites de vulnérabilité, que je ne veux absolument pas être vulnérable, même si je suis dans un environnement sécuritaire qui permet la vulnérabilité, je ne me sentirai pas plus à l'aise d'être vulnérable. Donc, moi, j'ai choisi de m'autonomiser là-dedans pour être capable d'être vulnérable par moi-même. Et je le suis à des endroits où les gens capotent et où je ne le fais pas pour les déstabiliser, où je l'ai fait pour amener d'abord le vrai Ghislain et ensuite de ça, être une espèce de prédécesseur dans le monde des affaires, comme coach d'équipe, etc., c'est pas un sujet avec lesquels les gens sont super à l'aise, mais ceux qui gravitent autour de moi sont maintenant habitués d'en entendre parler. J'entends toute la place que tu accordes maintenant dans ta vie à l'authenticité, dans le fond, à être qui tu es, vraiment incarné en dedans de toi.
dans toute cette belle authenticité-là. Tu viens même d'en parler il y a quelques minutes, puis tu l'as déjà abordé à différents moments, là, que ce soit des podcasts, des directs précédents, que tu as craqué professionnellement à certains moments. Je n'ai pas compté le nombre de fois, puis ce n'est même pas important. Je voyais aussi en toi, et peut-être aussi chez certains hommes, d'avoir des horaires chargés, de foncer, d'être un peu work-alcoolique, et qu'à un moment donné, versus toute l'importance de s'arrêter puis de se reposer. Puis ça, j'aimerais ça que tu nous parles, pas nécessairement raconter l'histoire. Comment tu fais pour trouver cet équilibre-là? Parce que tu es un gars qui a, tu l'as dit tantôt, 1001 projets. Et en même temps, tu t'accordes aussi des moments de ressourcement. C'est ça, c'est quoi? C'est quoi ta recette? Pas la recette, mais ta recette à toi pour trouver cet équilibre-là dans passer, concrétiser tes projets versus aussi prendre soin de toi. Bien, tu sais, en toute authenticité, là, c'est encore quelque chose où je me sens au primaire, tu sais. En première ou en deuxième année, peut-être la troisième année. La performance, ça a été ma façon de me voir à travers les yeux des autres. Que ce soit dans les défis sportifs que j'ai relevés, dans les entreprises que j'ai mis sur pied, dans les rôles que j'ai joués, qui souvent étaient de l'ordre du chaos, puis de remettre sur pied quelque chose qui était tout croche. J'ai souvent joué au sauveur, puis au sauveur performant. Je me soigne, mais c'est quelque chose qui se pointe encore régulièrement le bout du nez. Et Geneviève, quand je vais vite, mon problème, le problème que ça crée pour moi, c'est que je reviens sur le pilote automatique et j'oublie que la trail, comme on dit au Québec, hein, le chemin, il est tellement pavé, c'est une autoroute à 8 voies, c'est celui de baisse la tête puis passe la gratte. Puis là, dans cette énergie-là, je produis à un rythme infernal, mais je suis totalement déconnecté de mon corps. Donc, j'ai été obligé d'installer des garde-fous. Un de ces garde-fous-là, c'est j'ai une bague Oura que je porte depuis quelques mois et qui me donne des indices sur mon corps, sur comment mon corps va, sur la qualité de mon sommeil, sur la qualité de mon énergie, sur ma fréquence cardiaque la plus basse pendant que je dors, les différentes phases de sommeil que j'ai, niveau d'oxygénation de mon sang, bref, une foule de statistiques. J'aime ça en plus. Ça éveille, ça nourrit ma curiosité. Mais ça m'a permis de conscientiser qu'il y a plein de moments, Geneviève, où je partais à la guerre, moi, équipé avec un tire-poids. Brûlé, là, complètement brûlé, avec une journée folle. Alors, il y a ça, j'ai incorporé des moments de cohérence cardiaque. Je fais de la cohérence cardiaque. Je vais faire de la respiration, je vais aller marcher. Mais en même temps, je suis ce genre de bébite qui peut prendre quelque chose de ultra zen et en faire quelque chose hyper connecté à la performance. Tu sais, puis je te voirais, puis tu me connais, là, tu sais, mais moi, je pourrais faire de la méditation en mode performance, tu sais. Puis un invité que j'avais récemment, Eric Giasson, le yogi de Wall Street, qui disait, mais moi, j'étais sur le parquet de Wall Street, puis après ça, j'ai sorti de là, puis j'ai commencé à faire du yoga, puis j'ai amené la performance de Wall Street dans mon yoga, tu sais. Ben oui, moi aussi, j'ai fait du yoga. Je suis allé en Inde, puis après ça, j'ai essayé toutes les pauses, essayer de me mettre le pied en arrière de la tête, la petite orteil dans l'oreille. Bref, je les ai toutes essayées comme si c'était ça exister. Donc, honnêtement, c'est un enjeu que je porte. J'ai besoin de m'arrêter. Ce jeudi 24, je vais fermer les livres pour une dizaine de jours, ce que je ne faisais pas avant. Je prends des vacances
la période de printemps-été, je pars en van life avec José. On s'est acheté une van, on a installé un kit road loft là-dedans et on part tout le week-end avec nos souliers, nos vélos. On s'en va en nature, on se retrouve. Mais probablement, ce sera un défi pour moi encore jusqu'à l'aube de ma mort parce que, puis peut-être pas, on verra, mais pour l'instant, c'est encore bien vivant. Fait que c'est quelque chose auquel tu dois rester vigilant, hein, ou comment je dirais ça, que tu marches peut-être encore sur un fil de fer, que ça pourrait basculer d'un bord ou de l'autre. Et en même temps, j'entends que tu en es super conscient. Alors, c'est déjà, souvent, on dit la moitié du problème de régler, d'en être conscient. Je vois l'heure qui avance et il y a un sujet que je me gardais pour la fin et je ne peux pas ne pas l'aborder avec toi, Ghislain, parce que j'ai l'impression que ça va te faire rire. Souvent, quand je te décris, puis des fois, je m'inclus aussi là-dedans, mais là, c'est pas moi la vedette aujourd'hui. Je te trouve profond et con à la fois. Alors, on dirait que c'était le dernier thème de dualité que j'avais envie d'aborder parce que tu es la preuve vivante que c'est possible d'être profond et con à la fois. Alors, comment tu le vis? Est-ce qu'il y a des préjugés par rapport à ça? Est-ce que ça t'enlève la crédibilité comme coach professionnel? Est-ce que tu as perdu des amis ou des blondes à cause de ça? Je ne sais pas. J'ai comme envie de t'entendre pour les prochaines minutes par rapport à ça. Mais d'abord, pour perdre la crédibilité, il faut d'abord en avoir. Je n'ai pas perdu de blonde par rapport à ça. En fait, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose qui m'habite. J'ai depuis toujours utilisé l'humour de différentes façons. Généralement, je suis reconnu pour être quelqu'un qui utilise l'humour de façon efficace, surtout en situation professionnelle. Puis, la conscience que j'ai faite, c'est qu'à un moment donné, j'ai rempli un questionnaire qui me permettait d'identifier les forces signatures. Tu sais, il y a 24 forces, puis il y a une force signature. Et ma première force signature avec la force via signature, quelque chose comme ça, c'est l'humour et l'enjouement. Je suis tombé en bas de ma chaise. Je ne savais même pas ce que enjouement voulait dire. Et je me suis rendu compte qu'à plein de moments dans ma vie, Geneviève, j'ai utilisé l'humour pour comme atténuer la douleur, pour comme apaiser, pour comme recentrer, puis à d'autres moments pour invalider, puis pour faire comme si c'était pas là aussi, là, tu sais, je veux dire. Fait que ça a été la prise de conscience. Et oui, on peut parler de choses vraiment très profondes avec moi, mais j'aime rire, j'aime dire des conneries. Si tu avais mon frère, tu serais probablement comme ça aussi. Mon frère Éric est un vrai con professionnel, mais c'est un homme d'une profondeur que j'admire et c'est ce que j'aime chez lui. Je te dirais que c'est un trait assez présent dans ma famille. Mon père est comme ça, ma sœur est comme ça, mon autre sœur est comme ça. Maman est capable de le faire aussi. Et en même temps, c'est comme, tu sais, je ne me souviens pas qui avait dit arrêtez de vous prendre au sérieux, de toute façon, vous n'allez pas sortir de là vivant, tu sais. Je pense que les deux vont bien ensemble. J'ai tellement mis de ou dans ma vie que maintenant j'ai envie de mettre du et. Est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce que c'est bien et mal? Est-ce que c'est bon pour toi ou c'est bon pour moi? Pourquoi ça ne pourrait pas être bon pour toi et bon pour moi? Bref, il y a une foule de choses qui est là qui me permet de voir qu'en bout de ligne, tu sais, les deux peuvent cohabiter, même si en apparence, ça a l'air diamétralement opposé. Dans mon univers, un n'empêche pas l'autre. Et dans la même phrase, c'est grandement apprécié.
C'est le fun de t'entendre. C'est le fun d'avoir ce moment-là qu'on peut partager avec les gens de la communauté de Courageusement Humain. Puis peut-être qu'avec ce podcast-là, je dis podcast, là, c'est un direct qui va se transformer en podcast. On connaît Ghislain, tu peux reprendre ce matériel-là qui est riche. Une chose que je n'ai pas dite d'entrée de jeu, puis je me permets de le dire pour ceux qui vont écouter en rediffusion, c'est que si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à nous les écrire, nous les partager. Ghislain se fait de façon rigoureuse, là, avec beaucoup d'amour, un engagement à lire et à commenter aussi. Alors, ça peut être une autre façon pour communiquer avec nous puis dire comment tu as apprécié, comment tu as trouvé la rencontre d'aujourd'hui avec Ghislain. On s'était donné 45 minutes. Je nous trouve pas mal bon, hein? Pas mal bon. Ça fait 46. C'est cool. Qu'est-ce qui est vivant là, pour toi, Ghislain, 45 minutes plus tard? Clairement, je suis un passionné, ça c'est clair. Je le sens dans ma façon de partir, puis d'être intense, puis c'est une autre facette avec laquelle j'apprends à être en paix. Des fois, je pense, quand je pense à mon intensité, je pense à mon fils, je pense à ma blonde qui ont à vivre avec ça de façon régulière, tu sais, puis je peux aimer avec intensité, je peux partir dans un projet avec intensité, je peux être en tabac avec intensité aussi. Quand je fais quelque chose, généralement, je le fais à fond. Alors, en fait, je remercie toutes les claques à la gueule que j'ai eues, Geneviève. Et pour moi, la souffrance a été beaucoup en lien avec la femme. 4 relations amoureuses importantes, 3 divorces, une séparation de la 4e. Maintenant, je suis en relation avec José, une 5e relation importante. J'aimerais tellement dire que je me suis marié une fois puis que je n'ai pas vécu le divorce, mais ce n'est pas vrai. Je me suis brisé en relation et je suis en train de me réparer en relation. Et grâce à toi, grâce à Robert, grâce à José, grâce à mon fils, grâce à la communauté Courageusement Humain, ben, je me répare peu à peu, puis je me répare peu à peu, mais je fais la paix. Je fais la paix avec mes meurtrissures, avec mes blessures, avec mes balafres. Et j'apprends à montrer de mieux en mieux à nu, puis à voir la beauté de ce qui est là, même si par moments le juge intérieur est encore bien présent. Moi, en tout cas, ce que je vois de toi, Ghislain, c'est grâce à toutes ces expériences-là, même si parfois ça n'a pas tout le temps été facile, que tu es l'homme que tu es aujourd'hui, dans le fond. Hein? Je t'accueille tellement dans toute cette belle intensité, cette belle passion-là. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. J'ai envie de dire, moi, le moment que je viens de vivre, ça a répondu à mon besoin de connexion. Puis je me sens apaisée à l'intérieur de moi. C'est ça, le cœur grand ouvert, plein d'ouverture, plein d'accueil. Alors, merci, bel humain que tu es, d'avoir pris ce moment-là pour te livrer une fois de plus. Alors, ce que tu disais en introduction, c'est que là, on bouclait, entre guillemets, la boucle des rencontres avec les hommes et que pour janvier 2022, on n'a pas de date encore. Ce qui se prépare, ça serait des entretiens, mais cette fois-ci avec des femmes. On sait que la journée de la femme, c'est le 8 mars, alors on peut penser qu'on se rendrait jusque-là pour après ça y aller dans un échange qui correspond vraiment sur le X de Courageusement Humain, hein, dans ce dialogue-là authentique, cette ouverture-là d'échange, d'écoute. Alors ça serait probablement pour les semaines ensuite. Fait que le calendrier n'est pas encore fait, hein, on est honnête.
Et en même temps, c'est l'intention qu'on porte là, pour les directs qu'on va faire sur la page Facebook de Courageusement Humain. Est-ce que tu avais des invitations, des choses à dire, promos, trucs à venir pour janvier? Ghislain, voici, la parole est à toi avant que je fasse le mot de la fin. Oui, en fait, je voudrais dire merci à tous ceux et celles qui sont passés sur la vidéo. Merci à la communauté Courageusement Humain. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration du dialogue authentique, on a un cursus qui va partir en janvier qui allie le dialogue authentique et la découverte de soi dans la relation à l'autre. Donc, un cursus de 10 rencontres qui s'appelle « Honorer qui je suis en relation avec les autres ». Toutes les informations sur courageusementhumain.com/oser. Mais au-delà de ça, je vous souhaite d'utiliser cette période-là à venir pour ralentir, pour plonger en vous, pour connecter, pour passer des conversations horizontales aux conversations verticales. Et je vous invite à être profond et constant. Ce que tu nous souhaites, je te le souhaite à toi aussi, Ghislain. Bon repos, bon temps d'arrêt. Alors, ce que j'ai compris, c'est jeudi le 23, t'arrêtes. Vendredi le 24, t'es en congé. Alors, il y a toujours moyen de t'écrire d'ici là s'il y a quelque chose. Sinon, on se retrouve début janvier 2022. Ça va nous faire un grand, grand plaisir de t'accueillir à nouveau. Et en conclusion, petit mot de fermeture. La dualité est omniprésente. Elle me fait parfois réfléchir et avancer. À d'autres moments, elle me paralyse. La dualité, toutefois, me laisse voir que c'est la vie, comme le cœur qui bat ou comme notre respiration. Une expansion, une contraction, une expansion, une contraction. La dualité me donne l'opportunité de ralentir, d'écouter ce qui est vivant afin d'entrer en relation avec moi. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci, belle communauté. Merci, Ghislain, pour ta générosité. Je t'embrasse à distance. Bye bye et je te dis à très, très bientôt. Salut tout le monde.